Lourdin, je suis déléguée générale du S3 Pays PACA, qui est une association de concertation sur l'environnement, le risque et l'industrie. Concrètement, on organise la concertation sur le territoire en installant un dialogue apaisé et constructif sur l'environnement, les risques et l'industrie. L'idée, c'est de progresser ensemble, collectivement. Donc, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on est dans le cadre du webinaire Réponses. Donc, qu'est-ce que c'est Réponses? En une phrase, c'est simple, hein, c'est répondre aux attentes et aux préoccupations des habitants du territoire de l'étang de Berre de la Côte Bleue sur leurs préoccupations sur les polluants ou sur les gaz à effet de serre, avec des réponses concrètes. Et donc, aujourd'hui, on va approfondir une des réponses qui est apportée à une attente des citoyens dans ce cadre-ci de webinaire. Voilà, on rassemble aujourd'hui aussi bien des acteurs que des citoyens. Alors, quand on dit acteurs au sein du SPI, ce sont à la fois des associations, des collectivités, des industriels, des salariés ou des représentants de l'État. Donc aujourd'hui, nous revenons donc sur une attente exprimée par les citoyens quand nous sommes allés à leur rencontre pour savoir quelles étaient leurs préoccupations sur la pollution de l'air et les gaz à effet de serre. Et il y avait une affirmation qui ressortait assez régulièrement qui était « il faudrait travailler sur les gaz à effet de serre et le climat ». Et donc, Xavier Reynaud, qui est chargé de mission climat et mobilisation à la métropole, va nous expliquer la réponse qui est apportée par la métropole, qui est en l'occurrence un document fondamental et très exigeant parce que c'est lui qui va organiser toute la démarche de la métropole autour du plan climat. Donc, c'est le plan climat, air, énergie métropolitain. Donc, je vous rappelle les modalités. Il y a 20 minutes de présentation, 30 minutes de questions-réponses. Comme vous avez pu voir, là, c'est enregistré. Donc, si vous ne souhaitez pas apparaître sur la caméra, sur la vidéo, vous pouvez arrêter votre caméra, sachant bien entendu que c'est, on le sait tous, hein, c'est beaucoup plus sympa pour celui qui intervient de voir vos réactions en direct. Les questions, on aura donc 30 minutes de questions à la fin de la présentation de Xavier, donc vers 14 h. Et vous pouvez les poser dans le chat ou alors à la fin en prenant la parole, en levant la main et je vous interrogerai dans l'ordre indiqué. Voilà, je crois que je vous ai tout dit à ce stade. Donc, je vais maintenant laisser la parole à Xavier qui va pouvoir partager son document. Donc, sur le plan climat, air, énergie métropolitain, donc je vous le disais, c'est un document fondamental pour organiser la réponse de la métropole sur ce sujet, justement, de qu'est-ce qu'on fait sur les gaz à effet de serre et le climat. Je te laisse la parole, Xavier. Merci, Gwenaëlle. Alors, j'essaye de remonter et je ne suis pas... Alors, je refais une petite manip parce que... Pardon. Hop. Je n'étais pas sur la bonne slide. Voilà. Hop, donc je repartage, pardon. Excusez-moi pour ce petit... Ce sont les aléas du direct, comme on dit. Alors, voilà, ça voilà, arrive. donc Xavier Reynaud, bon. merci Gwenaëlle et merci à l'équipe du SPI de nous accueillir pour parler du PCAEM, excusez-moi pour l'acronyme, mais ce sera plus simple, le plan climat, air, énergie métropolitain. Donc, je suis effectivement chargé de mission mobilisation climat à la direction stratégie climatique de la métropole. Et donc, je vais essayer de vous expliquer un petit peu en quoi consiste le PCAEM. Ah, alors, voilà. Donc, rappel des enjeux d'abord. Donc, alors, la métropole, très brièvement pour mémoire. Donc, grosso modo, c'est les Bouches-du-Rhône, moins le pays d'Arles, moins le pays de la Crau, plus Pertuis dans le Vaucluse, plus Saint-Zacharie dans le Var. Hein. Et c'est surtout un territoire, donc vous voyez, multipolarisé, avec plusieurs bassins de vie, et ça se caractérise également par une densité contrastée. Vous avez des zones relativement peu denses et d'autres évidemment très urbanisées ou très périurbanisées. Et du coup, ça pose des problèmes notamment évidemment de transport, et c'est une des problématiques qu'on va voir. Mais c'est également un territoire qui est extrêmement contrasté en termes de risques, entre les risques littoraux du côté de Fos-sur-Mer au Port-Saint-Louis et des risques plus continentaux avec des risques d'incendie, par exemple, si on pense aux pays autour de la Sainte-Victoire ou du Gard-Laban. Voilà. Donc, changement climatique en quelques chiffres sur le territoire métropolitain.
Alors, le GIEC dit que le bassin méditerranéen dans son ensemble, et notamment la métropole, est un hotspot. Alors, comme ça paraît sympa. Quand on traduit, ça veut dire qu'on est aux avant-postes du risque climatique. Donc, ça se traduit comment? Ça se traduit avec sans doute une élévation des températures un peu plus élevée que la moyenne planétaire, de l'ordre de 1 degré. Et puis, sinon, on est touché par, mais vous le savez, par pas mal de risques climatiques. Donc, ça va être l'augmentation des nuits tropicales, par exemple sur Aix, de 18 à 28 jours à l'horizon 2040-2070. La Durance qui va avoir un débit qui va baisser de l'ordre de 50% à l'horizon 2050 sur des projections sur la base des tendances actuelles, bien sûr. Et puis une élévation du niveau de la Méditerranée, plus 14 cm en 20 ans de 85 et 2015, et ça a tendance évidemment à s'accentuer. Et également des records de chaleur. Donc évidemment, un territoire qui est soumis à pas mal de risques climatiques. Il y a 2 exceptions, je crois, c'est les avalanches et les éruptions volcaniques, mais sinon on a à peu près tout. Donc là-dedans, le PCAEM, qu'est-ce que c'est? Alors le PCAEM, c'est en fait un outil de planification stratégique et organisationnel qui découle du fait qu'il y a eu pas mal, ça vous le savez, il y a eu pas mal de lois et de règlements qui ont été pris en compte. Donc on pense notamment aux accords de Paris, la COP 21, mais c'est aussi la stratégie nationale bas carbone, la politique pluriannuelle des énergies, etc. Des textes nationaux et qui se conjuguent avec des textes plus régionaux, le SRADET, le schéma régional d'adaptation au développement durable et à l'équilibre des territoires. On pense aussi au schéma de cohérence territoriale et puis les PLUI. Donc voilà, et tout ça, finalement, la métropole est en charge de mettre en musique, de mettre en application ces textes. Et donc c'est une feuille de route finalement qu'elle a bâtie pour prendre à sa charge, prendre en compte la transition énergétique et climatique, avec 2 objectifs, l'atténuation et l'adaptation. Donc, pour mémoire, grosso modo, l'atténuation, c'est le fait de limiter les causes, c'est essentiellement limiter l'impact des émissions de gaz à effet de serre. Alors qu'en adaptation, on réduit la vulnérabilité. Donc là, on est plus sur du local. L'atténuation, on vient prendre sa part dans la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. L'adaptation, on prépare son territoire pour le rendre moins vulnérable, pour le rendre plus résilient. Mais ce sont 2 volets absolument complémentaires, bien sûr. Le contenu du PCAEM, qu'est-ce que c'est? C'est grosso modo, on va retrouver des éléments qu'on a vus, réduction des émissions de gaz à effet de serre, stockage du CO2, donc ça c'est notamment par l'apport soit des bois, soit de l'agriculture. Ça va être également tout le travail sur l'énergie, maîtrise de la consommation, évolution coordonnée des réseaux énergétiques, le travail sur les énergies renouvelables, bien entendu, et puis un volet adaptation, donc comme je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire le fait de rendre le territoire moins vulnérable. Et puis on travaille évidemment sur l'amélioration de la qualité de l'air et de la qualité sonore. Donc ça, c'est les axes du PCAEM. Alors comment ça se concrétise? 5 ambitions majeures dans le PCAEM à l'horizon 2050. Inventer une métropole neutre en carbone, c'est-à-dire qui ne va pas induire plus d'émissions qu'elle ne peut en stocker. Réduire de 50% les consommations énergétiques de l'ensemble de ces secteurs. Couvrir 100% des besoins de consommation d'énergie par des énergies renouvelables. Préserver le cadre de vie de la population par la réduction des nuisances de l'air et du bruit. Et puis l'adaptation, toujours pareil, le volet adaptation qui est extrêmement important aussi. Donc vous voyez que ce sont des objectifs extrêmement ambitieux. Pour ça, comment on fait? Donc, on s'appuie sur un schéma stratégique et un plan d'action. Donc les actions ont été réparties en 13 axes et il y a un total de 100 actions. Donc, alors je ne vais pas tout détailler, on n'aurait pas le temps, puis je pense que voilà, peut-être que vous lâcheriez, mais en tout cas, pour vous dire, voilà, il y a 13 axes, c'est ça qu'il faut retenir. Finalement, il y a 13 axes vraiment structurants
et 100 actions qui ont été déterminées lors du PCAEM 1, le premier volet du PCAEM, qui, ça je ne l'ai pas dit, mais il a été voté en 2021 et il s'applique de 2022 à 2027. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que la métropole, finalement, elle est chargée de cette feuille de route, de la coordination de transition énergétique et climatique sur le territoire. Finalement, elle va décliner des mesures qui ont été prises au niveau national ou au niveau régional ou local. Elle fixe des objectifs ambitieux et réglementaires pour l'ensemble des territoires pour 6 ans. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est bien, quand on parle de plan climat, ça c'est très important, on parle bien de celui du territoire. C'est un plan climat métropolitain, mais on parle du territoire, pas de l'institution métropolitaine. Hein. Donc, ça veut dire qu'il va engager l'ensemble des acteurs, agents, collectivités, entreprises, citoyens du territoire. Et puis, donc, il fait partie des grands plans et programmes opposables avec le SCOT, puis lui, opposable. Ça veut dire que les parties prenantes peuvent s'en prévaloir pour dire, attendez, ça va pas dans le sens de ce qui a été indiqué. Donc, comme je vous disais, pour le moment, on est dans le cadre du PCAEM 1, mais on a un PCAEM 2 qui est en préparation, puisqu'évidemment, on ne va pas s'arrêter en 2027, on va continuer. Donc, il a été un tout petit peu revu. Pourquoi? Enfin, voilà, vous avez ici on va dire les points principaux où on l'a un petit peu revu. On a axé un peu plus sur l'adaptation. Alors, ça ne veut pas dire du tout qu'on néglige l'atténuation. Hein. Il faut absolument que la métropole fasse son part du travail, hein, comme le colibri, pour ceux qui connaissent l'image. Mais s'adapter, ça veut dire que c'est absolument essentiel parce qu'on prend des mesures qui sont vraiment localisées et qui ont un effet immédiat, enfin, ou quasiment immédiat. Il faut qu'il soit articulé avec le schéma directeur de l'énergie. Il faut qu'il soit plus en lien avec la population aussi, puisqu'on sait qu'il y a une vraie attente, il y a une inquiétude de la population, évidemment, et il y a des attentes fortes. Et du coup, il faut aussi le lier plus à la tonalité santé-bien-être. Je pense qu'on n'a pas assez, je pense, tous les acteurs de l'environnement n'ont pas assez insisté sur le fait que les mesures, elles sont prises quand même d'abord pour notre santé et notre bien-être, hein, bien entendu. Et c'est important de le rappeler, ce sera un axe fort. Donc, une petite synthèse du bilan à mi-parcours. Donc, des données territoriales qui témoignent d'avancées significatives. Donc, s'il y a des indicateurs sur lesquels on est vraiment bien par rapport aux objectifs, vous avez les courbes des résultats. Alors, le graphique est un peu particulier parce qu'en fait, en orange, vous avez là où on est arrivé en 2022, alors que l'objectif était, vous voyez, sur les PM10, on avait un objectif de moins 22%, on est à moins 30 en 2022, c'est-à-dire 3 ans avant. Donc, je dirais que là, c'est atteint et même largement dépassé. Les PM10 et PM2,5, ce sont les particules en suspension. Donc, voilà, donc là-dessus, on est très bien. Après, il y a des domaines où on est un petit peu plus, alors là, on va dire dans la ligne de l'objectif, hein, c'est les gaz à effet de serre. Alors, ce que j'ai pas dit, c'est que les PM, donc c'est l'effet, c'est notamment l'industrie, le secteur de l'énergie et les transports, hein, qui ont beaucoup joué, alors qui ont suivi souvent de la réglementation. Hein. Et sur les gaz à effet de serre, donc on est à peu près en ligne, et notamment par la baisse par le secteur résidentiel, hein, notamment. C'est sur la consommation d'énergie, on est un petit peu en dessous des objectifs, puisqu'on est à 9%. Alors, je ne sais pas si vous le voyez. On est à 9% de baisse pour un objectif de moins 15 en 2025. Donc, je dirais que là, il faut vraiment continuer à œuvrer dans ce sens, parce que c'est pas simple. Et du coup, là, la métropole a l'intention vraiment d'axer sur les énergies renouvelables. Hein. Parce que c'est notamment un axe fort qui a sans doute pas encore assez été travaillé. Mais grosso modo, bon, on est pas mal, on va dire, mais il faut absolument maintenir l'effort et même redoubler d'efforts. Là, j'ai un petit souci avec mon défilement. Ah voilà, pardon.
Excusez-moi. Donc, je dirais que sur la réalisation des actions, on est plutôt pas mal puisqu'on a les 3/4 des actions qui sont en cours. Il y en a même 11% qui ont été menées à terme. Mais on a encore, alors soit il y a des actions qui ont été abandonnées aussi parce que vous savez que on est dans un pays où les politiques ma foi, évolue et du coup on s'adapte aussi aux politiques. Et puis il y a des choses qui ont paru aussi irréalisables, ça peut arriver. Voilà, mais sinon, grosso modo, on est plutôt aux alentours de 87% des actions qui sont en cours ou qui sont réalisées, et notamment, alors on voit que les axes les plus avancés, c'est la mobilité durable. Donc ça, je crois que vous l'avez pas mal vu avec d'autres cafés-réponses, mais on pourra y revenir. Il y a également la préservation de la biodiversité, les ressources naturelles, milieux aquatiques, et puis la mobilisation des acteurs. Alors, on va prendre quelques petits exemples. Gwenaël, si on a le temps, je ne sais pas. Est-ce qu'on est dans les temps pour donner quelques exemples de ce qui sont faits concrètement. Donc, je ne vais pas prendre les Oui, 13 oui, axes, hein, vas-y. mais on peut en prendre 3. Donc, éco-exemplarité de la métropole, par exemple. Donc, un axe fort, c'est le plan de mobilisation des communes pour le climat. Parce que donc il est apparu que souvent les petites communes, alors les grosses communes c'est à part, mais les petites communes n'ont pas toujours l'expertise en interne qui leur permette d'aller traiter une action. Et du coup, ce qu'on peut nous amener métropole, puisqu'on a des compétences diverses, hein, c'est la mobilité, les déchets, l'alimentation, le numérique, on peut amener de l'expertise aux communes et c'est ce qu'on fait par le plan de mobilisation des communes. Le but, c'est que les communes soient, on va dire, moins, pas timorées, c'est pas le mot, hein, mais démystifient certaines actions qui peuvent leur permettre paraître compliquées parce qu'elles n'ont pas forcément l'expertise, alors que nous, on peut l'avoir en interne. Donc c'est ça. Et puis aussi qu'elles s'aident entre elles. Que les pionniers dans une action puissent dire aux autres, ben voilà, nous on a fait ça et voilà comment on s'y est pris, etc. Donc ça, c'est le plan de mobilisation des communes. Donc sinon, on a également le schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables, SPASER, pardon pour l'acronyme là aussi. Donc vous savez que les collectivités sont des gros acheteurs publics. Et je dirais qu'on a fait notre part du boulot là-dessus, puisque 85% des marchés notifiés supérieurs à 150 000 euros comportent des clauses environnementales. Donc ça, c'est pour tirer un petit peu le marché sur enfin, en tout cas, que les fournisseurs aient un petit peu le réflexe d'avoir un cahier des charges qui soit aussi environnemental. Donc ça, c'est un boulot qu'on fait. On a également établi récemment le premier BGES, alors BGES, bilan des émissions de gaz à effet de serre métropolitain. Alors là, c'est vraiment pour l'institution, c'est savoir quels sont les postes où on est le plus émetteur de gaz à effet de serre. Le but de ça, c'est surtout d'avoir une trajectoire, de se dire, ben ça, c'est la priorité, il faut qu'on l'axe sur... alors chez nous, c'est les déchets d'ailleurs. Et c'est aussi la mobilité des transports en commun. Voilà, mais c'est important de savoir ce qu'il y a à faire pour savoir où on doit aller. Rénovation énergétique et installation d'énergie renouvelable sur les équipements métropolitains. Donc pareil, ça c'est important et on fait des diagnostics et on essaye, tant que faire se peut, de passer avec des énergies renouvelables régulièrement. Alors ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais c'est programmé et c'est sur un rythme qu'on essaye de faire aussi rapide que possible. Et puis la mise en œuvre du télétravail. Donc ça, il y a 2 jours par mois pour chaque agent, pardon, pas par mois, par semaine, excusez-moi, pour chaque agent de télétravail possible. Et je crois que ça a évité alors j'ai plus les chiffres en tête, mais grosso modo l'équivalent de 600 allers-retours Paris-New York en avion. Voilà. Donc c'est pas complètement négligeable. Et donc c'est quelque chose qu'on fait et qu'on propose dans la mesure du possible, puisqu'on sait que tous les métiers ne sont pas possibles, ne sont pas facilement pardon, ne peuvent pas être sujets au télétravail, excusez-moi. Voilà, en matière d'agriculture, alimentation également, alors c'est un peu plus, ça peut paraître loin du sujet, mais en réalité pas tant que ça, parce que
avoir des agriculteurs qui vivent de leur métier, c'est aussi une garantie d'avoir moins d'émissions, puisque, comme on l'a dit, l'agriculture, c'est un vecteur de captation du CO2. Donc, et puis, au-delà de ça, c'est aussi, si on a des agriculteurs alors, qui travaillent de manière raisonnée ou bio, etc., en tout cas, déjà, ils sont locaux, donc il y a moins de déplacements, ça on comprend très vite. Et si en plus ils travaillent en raisonné ou en bio, eh bien, on a une alimentation qui est plus saine. Et c'est ce qu'on essaye de promouvoir. Alors au travers des halles des producteurs que vous connaissez peut-être, il y en a deux à plan de campagne et à la Barrasse, avec 60 000 visiteurs par an, hein, grosso modo. Il y a aussi les cantines durables. Ça, c'est un programme dédié aux communes pour les inciter à avoir une alimentation pour leurs bénéficiaires, enfin pour les élèves ou les personnes âgées éventuellement, qui soit de qualité et saine. Voilà, et si possible locale également. Il y a aussi un soutien aux installations d'agriculteurs, si possible défendant une agriculture durable, hein, ça c'est un des volets aussi de la métropole. Et puis, il y a également une participation au Salon des agricultures de Provence. Enfin, on nous soutient, hein, ça a été organisé par la Chambre d'agriculture, mais on est un soutien important pour le fait d'avoir vraiment promouvoir les agricultures locales. Et ça se passe à Salon de Provence, je crois, tous les ans. Voilà, donc vous l'avez ici, donc, et ça a une incidence puisque en permettant notamment à des jeunes agriculteurs de s'installer, par exemple, on va protéger le foncier, on va également, voilà, vous l'avez ici sur les infographies, on va avoir beaucoup d'élèves qui vont profiter d'une restauration collective durable et qui seront sensibilisés. Voilà. Donc ça c'est important également, l'agriculture, l'alimentation. Et ça, le plan alimentaire territorial est fait avec le Pays d'Arles, hein. Je ne l'ai pas dit, mais voilà, c'est en collaboration avec le Pays d'Arles. Sur la mobilisation, sensibilisation, éducation maintenant. Donc, on a une sensibilisation grand public. Alors, j'ai pris les déchets, donc c'est extrêmement récurrent. Vous savez que récemment, notamment, il y a eu toute une opération biodéchets, puisque maintenant, il faut essayer d'amener les gens à trier tout ce qui est organique, notamment les déchets organiques, pour les mettre dans des composteurs individuels ou des bornes d'apport volontaire collectives. Donc ça a été une sensibilisation récente, mais au-delà de ça, il y a régulièrement des sensibilisations sur les déchets textiles qui sont un problème assez important également, sur les déchets abandonnés. Voilà, donc tout un tas de sensibilisations sur les déchets. Les communes, on en a parlé, plan de mobilisation des communes. Les classes engagées, il y a eu 1400 classes accompagnées l'an dernier. Alors, je ne sais plus ce que ça représente en nombre d'élèves, mais voilà, c'est sur des thématiques telles que l'eau, les déchets, la biodiversité, la transition climatique. Il y a également des actions avec les étudiants. Donc la semaine dernière, j'étais au concours des objectifs de développement durable et il y avait à peu près une vingtaine de projets. Et franchement, il y en avait toujours très sympas et très bluffants, il faut le dire. Et puis, il y a eu aussi, peut-être vous l'avez suivi, l'opération Capital Bleu avec une centaine de manifestations sur l'eau, qui est si précieuse. Donc voilà, ça a été cette année, pardon, ou 2025, hein, excusez-moi. Donc célébrer et faire comprendre les cycles de l'eau, hein. Et en interne, alors ça c'est plus ma partie, donc les jeudis climat, donc ce sont des animations, et d'ailleurs on travaille avec le SPI, avec un atelier très sympa sur les changements climatiques local, hein, Barracuda dans l'Aioli. Donc on a un programme d'animation sur différents angles, mobilité, alimentation, déchets numériques. Pour les agents de la métropole, il y en a 8400 et donc on essaye d'en sensibiliser tous les ans un nombre important. Voilà, je ne sais pas si j'ai tenu C'est le parfait. créneau, Gwenaël. Parfait, Oui, Xavier. c'est vrai, extraordinaire. Merci beaucoup. Donc merci pour votre attention et puis je suis à votre disposition pour essayer de répondre à vos questions.
Alors oui, alors donc pour récapituler, donc la demande qui était, il faudrait travailler sur les gaz à effet de serre et le climat. Donc c'est une demande qu'on avait recueillie sur le terrain quand nous avions fait les micro-trottoirs. Tu nous as présenté donc la réponse de la métropole du plan climat qui recense les 100 actions qui ont été impulsées par la métropole sur tout le territoire. Donc, merci de nous avoir présenté quelques exemples concrets. Donc, pour maintenant venir aux questions. Donc, tu nous as dit que j'ai vu qu'il y avait 11% d'actions qui avaient été abandonnées, donc sur les 100 initiales. Est-ce que tu aurais des exemples d'actions qui ont été abandonnées? C'est un peu, peut-être, pour un peu illustrer les raisons de l'abandon, j'imagine, hein. Oui, alors là, comme ça, je les ai pas forcément, je suis désolé. Mais comme Donc, je c'est un disais, moi, énorme ce que sujet, hein, je crois savoir, c'est que c'est parfois parce que le contexte enfin, politique, ou en tout cas, il y a eu des changements, vous réglementaire? savez, de temps en temps, réglementaire a pu changer, hein, de ce que j'en sais. Voilà, mais D'accord. j'ai pas d'exemple, désolé, à vous fournir comme ça. Ok, très bien. Merci bien. Est-ce que tu as des exemples d'actions sur les déchets au-delà de la communication? Alors, peut-être on peut revenir en arrière. Effectivement, tu as parlé du broyage, peut-être. Alors, sur les déchets, alors, il y a une action dont j'ai pu profiter personnellement. C'est alors, il y a, par exemple, le défi zéro déchet, c'est-à-dire qu'il y a eu 100 familles formées toute une année avec différents volets pour que les gens intègrent tous les volets qu'il peut y avoir pour diminuer ces déchets. Donc ça va du fait de refuser, hein, comme vous savez, refuser, enfin, ou renoncer à à un achat, pourquoi pas, mais sinon refuser du plastique, mais aussi avoir pensé aux ressourceries, alors, utiliser les déchets alimentaires pour les mettre de côté pour évidemment aller dans les lombricomposteurs ou les composteurs individuels ou les bornes collectives. Évidemment, faire le tri en amont de ces déchets. Alors, et là, j'en profite pour indiquer que la légende urbaine qui voudrait que de toute façon tout est mélangé à la fin, alors c'est absolument faux. Alors ça ne veut pas dire que malheureusement il n'y ait pas des entorses. Et je pense qu'il y a des citoyens, il y a des métropolitains qui ont pu voir des agents qui ont mélangé des poubelles. Mais normalement, c'est pas le cas. Je tiens vraiment à le dire, c'est super important. Et ça, il faut le diffuser parce qu'il y a une espèce de légende urbaine, comme je disais tout à l'heure, qui laisse croire que tout est mélangé, ça sert à rien. C'est absolument faux. Et je vous invite, si vous avez l'occasion, et en plus c'est super intéressant, d'aller dans les centres de tri métropolitains. Alors il y a, j'ai plus le nom en tête, là, Jas de Rhodes, près des Pennes Mirabeau. Vous en avez un sur l'Arbois. Et c'est vraiment intéressant et on voit le travail qui est fait. Et c'est absolument pas, tiens, enfin, au petit bonheur la chance, et finalement tout est enfoui. Absolument pas. Et au contraire, tout le but de ces poubelles jaunes, c'est vraiment d'éviter l'enfouissement et de recycler au maximum ce qui peut l'être. Enfin voilà, c'est des actions comme ça et c'est vraiment important et c'est des enjeux absolument capitaux. Parce que les déchets, alors je vous le disais sur le BGS, c'est l'essentiel des émissions de gaz à effet de serre alors, de l'institution métropolitaine, là pour le coup. Voilà, pas forcément de la métropole en tant que telle, mais de l'institution métropolitaine, c'est colossal. Et ça Hmm. pose des problèmes. Voilà. Donc il y a énormément de choses qui sont faites, des visites qui sont proposées, et puis oui, des actions de sensibilisation aussi, hein. Mais sinon, au quotidien, une bagarre pour que le tri serve à éviter des émissions de gaz à effet de serre. Mais on est tous responsables, hein, bien sûr. Et donc Voilà. la métropole prend sa part en multipliant les filières de Carrément, ouais. tri et les exutoires Absolument. possibles, quoi. Absolument. Exactement. Merci bien. Est-ce que, alors, une demande qui n'est pas bête du tout, c'est qu'appelle-t-on une nuit tropicale? Alors, une nuit tropicale, alors de mémoire, c'est une nuit supérieure à 20 degrés. Je voudrais pas dire de bêtises. En tout cas, c'est un seuil de température enfin, la température ne descend pas en dessous d'une limite. Alors, je ne sais plus si c'est 20 ou 25, mais en tout C'est cas, bien 20.
C'est 20, il me semble, hein. Oui, c'est ça, Voilà. oui. Et alors, ça paraît un peu anodin, sauf que, alors là, c'est plus les médecins qui vous diront ça, mais c'est que le corps ne se régénère pas du tout de la même manière au-dessus de 20 degrés. Alors, c'est pas à 20,1, mais ce que je veux dire, c'est que le fait qu'il n'y ait pas de chute de température, corporellement, ça a des incidences. Ça a des incidences et médicalement aussi. Et du coup, alors, le corps peut tout à fait supporter qu'il y ait 3-4 nuits. Mais par contre, si on venait à avoir plus de nuits tropicales, ça aurait des incidences, absolument. Voilà. Donc c'est D'accord. un enjeu aussi. Mais Oui, malheureusement, ça a tendance à augmenter. Et ce que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est que sur l'atténuation, ben, ça dépend pas que de nous, bien entendu. Ça dépend un petit peu de la planète entière, on va dire. ouais. Voilà. Mais bon, il faut absolument partir du principe que les autres font le boulot. Et c'est le cas pour beaucoup. On parle de la Chine souvent, en mal. La Chine met le paquet sur l'atténuation. Voilà. Alors c'est aussi le premier pollueur, mais parce qu'un produit sur trois vient de Chine, c'est l'atelier du monde. Mais c'est aussi un pays qui fait des efforts monumentaux, contrairement à un pays outre-Atlantique qu'on ne s'y prête pas. Mais voilà, la Chine, ils ont tout à fait compris qu'il fallait absolument aller là-dedans. Et ils veulent même en faire un objectif stratégique au niveau industriel. Donc voilà, je pense que c'est la bonne réponse, elle est là, quoi. Hmm, d'accord. Surtout que la Chine fabrique pour nous des objets dont on n'a pas forcément besoin. Alors exactement. Et c'est donc voilà, l'atelier du monde, oui, mais c'est aussi il faut interroger la demande. Est-ce qu'on est Hmm, obligé d'acheter une babiole? Voilà, c'est effectivement la bonne réponse, Gwenal. Je suis d'accord. hmm. Alors, il y avait. Alors, attends. Je crois que j'avais vu une. Oui, alors, pour rester sur les nuits tropicales, il y avait une demande de précision. 25 degrés, c'est canicule, non? Quand c'est la nuit, 25 degrés, 5 nuits de suite. C'est ça qu'on appelle canicule? Alors une canicule, la définition, je ne l'ai pas comme ça. Oui, Euh, euh, je regarde. il faudrait que Alors, je regarderai. Je vais le noter. oui, oui. Moi, je pense que c'est plus une question de température diurne, mais pareil, je sais qu'il y a une question de durée dans le temps, Oui, Alors, il alors me ce que je vois, semble. moi, c'est 3 jours et 3 nuits Il me semble, voilà, consécutifs, exactement. avec très élevé le jour et très élevé la nuit, quoi. C'est ça. Voilà, c'est 3 jours. J'avais ça en tête, que effectivement, c'est un minimum de 3 jours. Mais Ouais. par contre, la nuit, c'est supérieur à. Ouais, voilà. Ah ben, pour les nuits tropicales. Euh, alors, une question aussi, quel a été l'apport de la métropole pour la réduction des PM10 et 2,5? En quoi consistait votre action, si tu as des exemples? Eh ben, Ouais. écoutez, alors on va être très honnête, c'est pas essentiellement dû à la métropole pour le coup sur vous parliez des PM, hein, c'est ça? Oui, les PM10 et PM2,5. Alors ça, c'est vraiment de la réglementation plus nationale, voire internationale sur l'industrie, très franchement. Il y a quand même Alors, la on a quand mobilité, même, non? Il y a quand même tout ce qui est transport et mobilité. alors oui, c'est ça quand même. Donc là où on fait notre part de boulot. Et ça, je crois que vous l'avez vu dans d'autres cafés-réponses, c'est que voilà, la métropole a énormément travaillé sur la conversion énergétique de ces transports en commun. Donc, avec beaucoup de bus électriques dans les grosses centres-villes, plutôt Aix, Marseille, mais il y en a aussi, je crois, de mémoire à Miramas. Il y a des bus à haut niveau de service qui sont électriques. Beaucoup de bus qui sont passés au GNV, gaz naturel de véhicule. Il y a même une ligne un peu expérimentale, Ulysse, la ligne 4 à Fos qui est hydrogène. Enfin voilà, il y a vraiment un travail de fond et donc on a fait notre part de boulot. Mais c'est pas tellement ça. Enfin, c'est évidemment super important. Mais ce qu'il faut, c'est maintenant que les gens se l'approprient. Mais alors pour ça, il faut faire un travail de rendre la multimodalité simple. C'est des parcs relais, c'est des pôles d'échange, ce sont éventuellement des pistes cyclables. Donc on a tout. Enfin, en tout cas, je pense qu'on a conscience que c'est insuffisant, que ça va pas assez vite. Mais par contre, il y a vraiment, voilà, il y a vraiment une volonté. Alors, dans le plan vélo, il y a une accélération. Je prends cet exemple. Il va y avoir un budget multiplié par 4 par rapport au plan vélo 1, dans le plan vélo 2. Donc, il y a quand même une prise de conscience que voilà, faut passer la vitesse supérieure.
Après, il y a des aspects financiers qui peuvent jouer, mais n'empêche que voilà, il y a vraiment la volonté de faire en sorte que la part de la voiture individuelle, notamment ce qu'on appelle de l'autosolisme. L'autosolisme, c'est le fait d'être tout seul dans sa voiture. Il faut absolument qu'elle chute. Il y a un objectif de la faire chuter à moins de 50%, alors qu'aujourd'hui, elle est plutôt à 75% aux alentours de. Voilà. Donc ça, c'est vrai. D'accord. Mais tout ça, mais pour ça, il faut qu'il y ait une infrastructure et c'est vraiment ce qu'on essaye de développer. C'est du Juste travail de peut-être longue un haleine, petit, quoi. c'est du travail de longue haleine. Et ce qu'on peut dire, pour mettre ça dans le contexte, c'est que vous savez, la métropole a 10 ans, elle vient de fêter ses 10 ans. Et il y a 10 ans, bah, il y avait 6 territoires qui se parlaient pas, enfin, je caricature un peu, mais qui se parlaient pas entre eux. Donc il faut harmoniser tout ça. Donc on y travaille, c'est du boulot. Il faut que les horaires correspondent entre les connexions, etc. Mais voilà. Et en plus, on a un territoire qui n'est pas forcément simple, comme on l'a vu, il est multi-polarisé. Mais, Et mais, oui, et oui. mais, mais par contre, voilà, c'est absolument essentiel et c'est là où enfin, on fait déjà, mais on fera encore plus notre part de travail en facilitant la possibilité pour les résidents de trouver facilement des transports en commun. C'est vraiment l'objectif qu'il y ait 90% Qu'est-ce que tu fais dessus, des connecté à toi? citoyens J'étais inscrit à une qui. vidéo que j'ai raté le début, j'ai vu la fin. Excusez-moi, il faudrait couper les micros. Je t'en prie, Xavier. Tu disais Oui, l'objectif? l'objectif, c'est que 90% de la population de la métropole soit en 2030 à 15 minutes d'un transport en commun. Voilà. Très Et bien. après, je dirais que c'est aux citoyens, aux résidents dont je fais partie, de s'approprier ces mécanismes. Il y a notamment, on est aidé par la nouvelle technologie, là, pour le coup, il y a un site qui est l'application de Métropole Mobilité, qui est très bien fait, qui va vous donner exactement les horaires. Alors, il peut y avoir des bouchons, il peut y avoir des retards, mais grosso modo, ça fonctionne bien. Voilà, pour l'avoir testé, voilà. Donc, j'invite les gens, bah, en plus, avec le contexte qu'on connaît, voilà, c'est peut-être le moment de vraiment regarder ça de près. Merci beaucoup. Alors, il y avait une question. Alors, là, c'est un peu plus technique. Je ne sais pas si tu vas avoir la réponse. C'est dans le volet énergie. Les éoliennes, pourquoi dans le volet énergie, les éoliennes à axe vertical ne sont pas utilisées? Elles sont moins productrices à l'instant T, mais comme elles ne s'arrêtent jamais ni en cas de tempête ni en cas de vent faible, elles sont au global plus productives. Oui, Alors, les éoliennes à axe tu l'as bien vertical. dit, Gwenel, c'est une question technique à Oui. laquelle j'aurais pas la réponse. Bruno, je te Je sais pas propose là. que Xavier cherche la réponse et qu'on te l'envoie par mail après. C'est les éoliennes à axe vertical. Oui, qui a priori seraient moins utilisées, quoi, alors qu'elles sont au global plus productives. Bon. Ce qu'on utilise plus, par contre, enfin, en tout cas, vous l'avez. Alors là aussi, ça mérite de visite si vous avez l'occasion. Pour ceux qui s'y intéressent, c'est le site Provence Grand Large, à 17 km, je crois, des côtes de Fosse. L'intérêt de l'éolien en mer, c'est qu'il y a moins d'intermittence de l'énergie, du vent. Il y a moins de pollution visuelle. Et c'est quand même fait, moi, pour l'avoir visité. Alors après, on peut toujours. Ceux qui nous l'ont présenté peuvent toujours édulcorer la chose, mais vraiment, ils ont pris des mesures pour pas qu'il y ait les oiseaux soient blessés, etc. Enfin, on sent vraiment une préoccupation importante. Voilà, mais donc il y a des possibilités là-dedans, en tout cas sur l'éolien en mer. Alors, il y a une fiche, enfin, il y a une action dans le dispositif réponse, donc j'en profite pour rappeler la plateforme, hein, qui s'appelle dispositif-réponse.org. Il y a une fiche qui présente justement ce projet Provence Grand Large. Et c'est vraiment intéressant. Après, voilà, ça peut pas être multiplié partout, malheureusement, je crois. Enfin, malheureusement, quand même pas non plus. Mais ce que je veux dire, c'est que on peut pas en faire autant qu'on voudrait. Il y a ça peut poser certains problèmes par rapport à la pêche, etc. Mais enfin, voilà, c'est quand même, Eh oui. ça paraît une solution qui est intéressante. Alors, tu as dit que une des ambitions, c'était couvrir 100% des besoins de consommation d'énergie par des énergies renouvelables. Là, tu parlais du territoire ou de l'institution métropolitaine? Alors, le territoire, mais, alors je dis tout de suite que je vous disais qu'il y avait des ambitions extrêmement élevées, ça en fait partie, parce qu'on est, pour le moment, malheureusement, je crois qu'on est encore à 4-5%.
Donc on est très 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 loin de l'étiage. Par contre, ce que je peux dire, c'est qu'en 2025 a été créée la Société publique locale des énergies de Provence, dont le but est d'aider aux études de faisabilité et au passage à l'action pour les communes, notamment, enfin, sur le photovoltaïque plutôt, et également sur les réseaux de chaleur. Donc voilà, on a créé l'outil, en tout cas, qui devrait nous permettre d'aller un peu plus vite, quoi, d'accélérer sensiblement. Voilà, c'est un outil juridique qui n'existait pas et qui a été créé en février 25. Merci bien. Alors, tu parles de promotion là, de l'agriculture locale, justement, dans le PCAEM. Est-ce qu'il y a aussi dans l'idée de vendre local, est-ce qu'il y a des actions pour mieux faire connaître et inciter à acheter local? C'est clairement le but des halles de producteurs. Donc il y a deux halles de producteurs, à la Barrasse et à Plan de Campagne, où viennent des producteurs locaux. Et donc, je vous disais, il y avait 60 000 clients quand même, hein. Donc, voilà, ça c'est vraiment important pour soutenir, parce que c'est un moyen de soutenir les agriculteurs qui souvent font un travail extraordinaire. Et du coup, de les faire connaître. Et puis, alors, l'autre axe pour les aider, c'est les cantines durables dont je parlais tout à l'heure, où le but, c'est d'inciter les communes pour leur cantine, pour leur cantine scolaire ou d'EHPAD, hein, enfin, en tout cas de collectifs, d'aller chercher des produits locaux. Je crois il y a 6 communes sur 7 qui achètent par exemple du riz de Camargue, enfin, ou D'accord. de l'agneau de Sisteron. Enfin, vraiment, parce que il y a une. Enfin, en tout cas, les établissements publics de ce type ont la possibilité de flécher plus facilement. D'abord, il y a la loi Egalim qui les y oblige pour partie, mais en plus, ils se rendent compte que finalement, c'est pas forcément plus cher, paradoxalement, enfin, contrairement à ce qu'on entend parfois, et c'est de qualité, quoi. Voilà, donc il y a vraiment des actions de ce type-là qui sont mises en place, hein. D'accord. Euh, alors, j'habite une question d'Hervé Martineau. J'habite la commune de Vitrolles. J'ai posé la question au maire de pourquoi il n'était pas prévu de ZTL. Alors, zone à trafic limité, j'imagine. Il m'a répondu que ça dépendait de la métropole. Oui, en fait, ce genre de zone, c'est pas forcément appelé comme ça, mais ça limite la circulation pour permettre davantage de prendre son vélo. Ça pousserait en fait les gens à passer à l'action ou à garer leur véhicule en bord de, de villes, de communes. Tout ça, en fait, il n'y a aucune action qui est prise. Je pense que les gens sont clairement opposés à ça. Mais je comprends pas pourquoi il n'y a pas d'action dans ce sens. J'aimerais comprendre. Et d'ailleurs, comment ça se passe? Comment est-ce qu'on arrive à faire pression concrètement? J'ai du mal à comprendre aussi tout ça, quoi. Alors Alors, j'imagine que On ouais. va laisser Xavier répondre. Non, non, mais je ne suis pas forcément à l'aise pour vous répondre dans le sens où sur les voiries, c'est pas uniforme de ce qui me semble. C'est-à-dire que parfois la compétence est de la métropole, parfois elle est de la commune, et ça dépend des communes. Et bon, il y en a 92, donc je ne les connais pas par cœur. En plus, honnêtement, c'est pas forcément mon domaine de prédilection, mais c'est vrai que, alors là, je ne sais pas qui a le dernier mot, je veux dire juridiquement. Ça, faut peut-être regarder ça. Mais par contre, c'est vrai que, en tout cas, dans les services de la mobilité de la métropole, il y a des services qui travaillent à l'apaisement, ce qu'on appelle l'apaisement des centres-villes, hein. Ils sont là pour aider les communes. Ça, peut-être que vous pouvez interpeller votre mairie pour lui dire est-ce que vous avez fait le point avec les référents qui s'occupent de l'apaisement, ce qu'on appelle l'apaisement du centre-ville, c'est-à-dire le fait de le rendre plus ou moins piétonnier en fonction des contraintes, hein, parce qu'il peut y en avoir. Il ne s'agit pas de dire on va tout piétoniser, c'est pas possible. Mais il peut y avoir ici ou là des rues parce qu'il y a des écoles qui vont être apaisées. Et c'est important. Mais par contre, honnêtement, ça dépend vraiment de chaque cas. Et des fois, la voirie, c'est de la compétence communale. Des fois, c'est la collectivité. Je ne saurais pas vous dire sur Vitrolles. Alors, je sais pas. Justine, tu souhaitais intervenir?
Oui, alors j'ai pas tous les éléments non plus, hein, donc Justine Rivière, je suis à l'environnement, mon co c'est qualité de l'air, donc pas côté mobilité, mais voilà, on connaît déjà la ZFE marseillaise qui a eu beaucoup de difficultés comme les ZFE quoi, au niveau national, hein, qui devait s'étendre, hein, la réglementation demandait à ce que ça couvre la moitié de la population, si je dis pas de bêtises, de la métropole, donc il devait s'étendre bien plus loin avec les critères et une diminution des autorisations des véhicules selon leur vignette. Bon, ben, je pense que vous avez suivi l'actualité sur ce sujet. C'est quand même très, voilà, très revendiqué, contrasté. Enfin, il y a vraiment des revendications au niveau social, etc., d'acceptation de ces pratiques-là. Donc, du coup, effectivement, cette compétence-là, elle était plus portée par la métropole. Après, si on parle de zones plus réduites et peut-être pas soumises aux critères, etc., donc pas des ZFE, effectivement, je pense qu'au niveau communal, nous, on a un plan de mobilité métropolitain qu'on va déployer au niveau local, hein, avec les PLM, qui sont par anciens territoires, il me semble, les 6 ou bassins de mobilité, donc qui sont en cours, qui sont du travail que fait les services métropolitains avec les services des communes. Et effectivement, là, il y a peut-être la possibilité de se faire accompagner par la métropole pour des études, etc. Parce qu'il faut toujours étudier, hein. On ne peut pas se dire on va piétoniser cet endroit-là. Je pense qu'il faut vraiment étudier le trafic, l'accès, ce à quoi permet d'accéder la route, etc. Et donc, il y a tout un travail sur les PLM, donc peut-être se rapprocher des travaux qui sont faits sur les PLM autour de Vitrolles, hein. Il est en cours, il faudrait que je vérifie, peut-être qu'on pourrait vous donner quelques éléments pour savoir où en est la démarche de PLM sur ce secteur-là. Et il y a quand PLM, même Justine, PLM, c'est plans locaux de mobilité, donc c'est la démarche de mobilité, mais voilà, sur des sous-secteurs finalement, parce qu'effectivement, on ne peut pas avoir la même démarche à l'ensemble de la métropole, ce que disait Xavier au début, hein, c'est très hétérogène. Donc là, on vient voir un peu plus localement et faire des zooms et regarder ce qu'on peut faire avec effectivement la volonté politique des communes. Donc on peut peut-être regarder où ça en est là, les démarches de ce secteur-là. Et après, on accompagne effectivement encore en plus local finalement, à une échelle de rue ou de problématiques vraiment locales, les communes aussi à agir autour des écoles, par exemple. Voilà, c'est qu'un exemple, mais voilà, le service dont je fais partie, qui est Service Observatoire et lutte contre les pollutions, propose un accompagnement pour les communes sur la qualité de l'air et les nuisances sonores autour de plusieurs thèmes, dont l'aménagement et notamment la mobilité, qu'elle soit scolaire ou autre. Voilà, pour essayer aussi de trouver des solutions et pour enlever de la circulation, effectivement, désengorger un peu les centres-villes, etc. Donc voilà, les communes, elles peuvent aussi porter des projets, venir, on les accompagne en termes d'expertise, on peut mettre de la mesure via des partenaires comme Atmosud, on peut faire de la formation, voilà, on peut venir en tout cas les accompagner, les aider à trouver les meilleures solutions. Juste pour les PM, tout à l'heure, j'ai pas voulu couper. Effectivement, Xavier a raison, on ne peut pas flécher vraiment une action métropolitaine. C'est ça qui est. On n'a pas une action qui cible que les PM. Effectivement, je pense qu'aujourd'hui, on constate qu'il y a une grande amélioration de la qualité de l'air à la fois sur les particules et sur les NOx, pardon, oxyde d'azote, excusez-moi, qui sont plutôt liés au transport. C'est l'action globale de tous, hein, qui permet de baisser. Effectivement, la métropole, dans ses compétences qu'elle a, donc comme le transport, permet de baisser. Effectivement, on a des gros producteurs industriels qui émettent en quantité, après, voilà, dans des zones qui ne sont pas forcément les plus urbanisées, etc. Donc, on a tous notre part de la problématique. Mais en tout cas, c'est vraiment cet effort global qui permet de baisser. Mais il y a encore du travail, hein, on le sait, on vise des seuils beaucoup plus faibles, hein, en santé et on en est conscient. Donc, on va essayer d'aller encore plus loin. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas dire une action particulière de la métropole permet vraiment de baisser les particules, mais finalement, c'est tout l'ensemble des C'est actions ça. sur l'énergie, sur le transport, etc. Sachant qu'effectivement, Xavier a raison, sur les particules, c'est plutôt quand même le résidentiel qui a un fort pourcentage qui est fortement émetteur. Mais la route émet aussi de la particule, etc. Voilà. Merci beaucoup, Justine, pour ces précisions. D'ailleurs, je rebondis sur ce que tu disais, là, le résidentiel. Est-ce qu'il y a un travail qui est réalisé sur le secteur du bâtiment qui relève du secteur privé? Est-ce que la métropole peut avoir un impact là-dessus sur le secteur privé, le bâtiment du secteur privé? Alors, elle intervient par un service qui s'appelle, alors il a changé de nom, Allo Métropole Énergie de mémoire.
Et donc, qui est un service dédié aux particuliers qui veulent rénover, où on leur indique les ressources, enfin, en tout cas les aides dont ils peuvent bénéficier voilà, en fonction Pour du les dossier. particuliers. Pour les particuliers. Donc, alors, malheureusement, on ne fournit pas forcément d'aide directement. Mais par contre, on indique voilà, les aides dont ils peuvent disposer au travers de ma prime rénov, etc. Voilà, donc D'accord. vous avez, en fait, on organise l'information surtout, hein, si vous voulez. Donc c'est, Mm. alors je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne voudrais pas me tromper, Allo Métropole Rénov, voilà. Et il faut savoir que c'est pas que l'énergie d'ailleurs, parce qu'avant c'était purement énergie, maintenant c'est sur la salubrité d'un bâtiment ou l'accessibilité pour une personne qui aurait eu un accident de vie. Voilà. Pour D'accord. voilà. Donc D'accord. n'hésitez Alors, pas à aller voir Allo Métropole Rénov où vous aurez des aides et où on va vous donner une réponse par rapport à votre cas spécifique donc là, tu parles pour les particuliers. Je ne sais pour les pas si la particuliers. question portait aussi sur des entreprises privées. Est-ce que là, il y a un rôle que peut jouer la métropole sur ce genre de cas de figure? Alors les entreprises privées, je ne sais pas honnêtement. Par contre, ça vaut pour le public, enfin les bâtiments publics. C'est-à-dire qu'on a beaucoup travaillé on continue à travailler avec les communes pour alors leur donner des économes de flux. Les économes de flux ce sont des gens qui vont faire l'audit des factures d'énergie des communes et voir les dysfonctionnements parce qu'ils connaissent très bien les mécanismes. Et puis, il y a eu aussi le programme Acté, où là, ça a été pour de la rénovation de bâtiments, de l'aide à de l'ingénierie pour savoir la faisabilité. Voilà. D'accord. Donc, Très bien. Acté, Mérisier et Sequoia, je crois, les noms des programmes. Et alors, je ne sais pas si les deux continuent, mais en tout cas, il y a eu pas mal de choses faites, ouais, et on continue quand même, hein. Très bien. Alors, je crois qu'on arrive vers la fin, donc je pense que ça va être la dernière question, sauf s'il y en a une ultime. Donc, la demande d'action liée au rôle de puits de carbone de la végétation, politique active de reboisement après les incendies, incitation plus forte à la végétalisation des communes et des résidences privées. Est-ce que vous avez, dans le côté puits de carbone, une stratégie, une politique ou des actions déjà mises en place sur cet aspect-là de la gestion du gaz carbonique? Mais disons que alors, la forêt, paradoxalement, elle est plutôt en expansion, et donc ce sont des puits de carbone importants. Donc déjà, ça c'est important. Le fait de maintenir des agriculteurs, comme je le disais tout à l'heure, ou de les faire s'installer, c'est aussi une manière euh, de, de promouvoir les puits de carbone. Et il y a aussi les posidonies qu'on oublie, posidonies qui sont Oui, mises à mal et qui sont des puits de carbone nettement plus efficaces. Alors, j'ai pas le ratio, hein, mais ce sont les puits de carbone les plus efficaces, nettement plus que le bois encore. Et par contre, ils sont mis à mal. Et donc là, il y a toute une stratégie de protection, d'information des plaisanciers. Il y a même on essaye de recréer de la Posidonie là où elle a été abîmée. Voilà, en tout cas, on sensibilise les plaisanciers au fait de ne pas jeter une encre n'importe où, etc. Voilà, parce que c'est effectivement très important aussi. Donc après, des puits de stockage, malheureusement, il n'y en a pas forcément tant que ça, hein, mais voilà, on merci travaille bien. là-dessus au moins. Mais les Je me posidonies, c'est permets, un point important. je me permets Merci. juste de rebondir pour les puits de carbone. Est-ce qu'il y a une mesure qui permet de savoir combien d'oxygène est rejeté, par exemple, par les arbres, etc. Parce qu'on parle de puits de carbone, d'accord, le carbone, il est stocké, mais à un moment donné, il y a aussi une action bénéfique qui est la photosynthèse. Et est-ce qu'il y a une mesure qui nous permet de préserver justement cette photosynthèse, etc. Oula, ça, c'est C'est une bonne d'expertise, hein. question. Ouais, là, je pense que c'est suivi puisqu'on sait, par exemple, malheureusement, que certains arbres sont malades et que du coup, ils jouent moins leur rôle. Donc, je pense qu'il y a des études qui sont faites, il y a des chercheurs qui suivent ça, mais je ne sais pas le détail, hein. Hmm. Voilà, je ne peux pas vous dire le Et détail, Je, je, mais je pense qu'on sort du champ de compétences de la métropole, en fait, même là. Non, mais Du coup, c'est plus savoir s'il y a des outils qui existent, oui, des ça doit outils de mesure, exister. parce que ça peut être aussi une manière peut-être de, enfin, de regarder là où on ne regarde pas, quoi. Tout à fait, tout à fait.
Je Merci suppose beaucoup. que ça existe, mais c'est peut-être plus via l'université. Voilà. Là, Donc, alors, oui, Madame Recous dit que ces bilans fixation CO2, émissions de dioxygène sont disponibles auprès des spécialistes. Alors, je vous invite à remplir donc on s'achemine vers la fin là, donc je vous invite à remplir le formulaire en ligne de satisfaction ou de non-satisfaction. Ça nous aide beaucoup et ça vous permet aussi de proposer des prochains cafés-réponses si vous le souhaitez. J'ai bien noté, Bruno, que tu avais une question, hein, et on l'a noté sur les éoliennes, donc on reviendra vers toi pour y répondre. En tout cas, je remercie Xavier Reynaud, hein, de la métropole de nous avoir un peu plus éclairé sur cette action. Merci beaucoup, merci pour ton expertise, ta passion du sujet et ta façon très didactique de le Merci, partager. Gwenaëlle. Alors, je me permets juste d'indiquer que dans le cadre du PCAEM2, alors on est en train de voir, je ne sais pas si ça se fera effectivement comme ça et sous quelle forme, mais il y a une concertation qui sera peut-être faite, je ne sais pas sous quelle étendue, mais on s'appuiera à ce moment-là sur le SPI pour vous proposer, le cas échéant, de participer à la concertation si elle est retenue sous ce format-là, quoi. Voilà. Donc Avec grand voilà, plaisir. c'est ceux qui voudront pourront participer, on va dire, à l'ébauche du futur. Ah, ça a coupé le son. Ça a coupé le son. On a à l'ébauche du futur plan climat, donc tu disais, hein, Xavier. Ah, je crois qu'il y a une fausse manip. Donc, Il en est tout cas, parti. merci à vous tous. Merci pour votre participation, vos questions. C'est toujours un grand intérêt de faire ces échanges-là. C'est toujours une source d'enrichissement. En se comprenant mieux, on peut chacun participer, identifier des marges de manœuvre et progresser. Merci Je à vous prie de tous. m'excuser. Voilà, j'ai eu une petite Merci, Xavier. En tout cas, manipulation. avec plaisir. Si jamais tu as besoin du SPI si la métropole a besoin du SPI pour la concertation, on sera là à vos côtés avec plaisir. Le prochain café Merci, Gwenaëlle. réponse aura lieu le 5 mai. Alors, attention, c'est pas du tout comme d'habitude le dernier mardi du mois. C'est très exceptionnellement le 5 mai. Donc, en tout début de mois, voilà. Et l'objectif, c'est parce que, en fait, on va présenter l'étude de Santé publique France sur les bassins industriels et santé. C'est une étude qui a été conduite par Santé publique France au niveau national sur plusieurs bassins industriels, dont 3 autour de l'étang de Berre. Et donc, c'est Santé publique France Paris qui va nous présenter justement cette étude de façon approfondie lors de ce prochain café réponse. Et donc, comme les vacances de Paris tombent fin avril, on s'est retrouvés à début mai. En tout cas, merci beaucoup, merci à tous et à bientôt. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Merci.